Et pour cette troisième table ronde, donc j'invite à nous rejoindre Perrine Goulet, députée de la Nièvre, Julie Grunbaum, membre du conseil d'administration du réseau français des villes éducatrices, Lina Etter, coprésidente du réseau national des juniors associations, Laurent Trijoulet, DGA de l'AMF, et Stéphane Gomez, administrateur de Villes et banlieues. Nos 5 derniers intervenants pour terminer cet après-midi, avec là aussi 5 regards différents de réseaux associatifs, de réseaux nationaux. Prenez place. Il doit y avoir 5. Oui, on est bon. Et je vous propose qu'on commence avec vous, Madame la députée. Vous êtes députée de la Nièvre, présidente de la délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale. Cette délégation qui existe depuis 2022 avec 36 députés, c'est ça, qui la composent. J'ai demandé tout à l'heure à Sarah El Haïry qu'elle nous redonne un peu le périmètre de son action. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner un peu le périmètre de cette délégation? Quel est son rôle et quelle est votre vision en tant que présidente? Je vous laisse allumer. Il faut allumer là. Et ça, c'est bon. Ok, super. Qu'on vous entende bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la délégation aux droits des enfants a été créée en septembre 2022 à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale. Nous sommes 36 membres députés avec une représentation politique qui correspond à ce qu'il y a dans l'hémicycle en proportion. Et nous avons, comme périmètre, la totalité de l'application des droits des enfants, avec bien entendu notre côté législatif, c'est-à-dire on regarde plutôt ce qu'on peut changer dans la loi, parce que chacun a ses propres compétences, mais ça ne nous empêche pas parfois de faire aussi des propositions et des suggestions aux autres acteurs. Typiquement, on a mené pendant plus d'1 an des auditions et un travail sur la protection des enfants. Et à l'issue de ce travail, nous avons envoyé des recommandations, parce que des rapports, il y en a déjà, pléthore sur la protection de l'enfance, mais plutôt des actions que pourrait faire chaque acteur, donc notamment chaque ministère concerné, bien entendu, mais aussi les départements, les communes, l'intercommunalité, pour emmener tout le monde, parce que la protection de l'enfance et l'enfance au sens large, ça concerne tout le monde, puisque nos enfants sont une priorité, en tout cas à mes yeux, et c'est surtout la France de demain, donc on a quand même intérêt à s'en occuper. Donc voilà, on s'occupe de tous les droits des enfants, mais avec bien sûr la casquette de législateur qui est la nôtre. Quel constat vous portez alors sur toutes ces questions qu'on a évoquées depuis le milieu d'après-midi? On m'a un peu dit ce qu'avait dit Sarah, mais c'est bien, parce que c'est des discussions que j'ai avec elle depuis longtemps, notamment sur la place des enfants dans notre société, savoir accepter que les enfants soient là, qu'ils puissent bouger, et puis qu'on ne les mette pas au banc de notre société. Ça, c'est la première chose, et je suis d'accord avec Sarah. Aujourd'hui, on est de plus en plus quand même dans une société où on ne veut pas voir l'enfant, il ne faut pas que ça fasse de bruit, et après on dit aux parents ne leur donnez pas d'écran, sauf que c'est une injonction paradoxale, parce que quand vous êtes dans une salle d'attente et que vous avez une maman qui se retrouve avec un bébé ou un enfant en bas âge qui pleure, si tout le monde la regarde et lui fait des réflexions, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de calmer l'enfant? Malheureusement, elle va lui tendre bien souvent des écrans. Donc on voit bien que c'est toute la société qui doit aller sur cette partie d'acceptation de l'enfant. On a un sujet aussi de violence faite à nos enfants dans notre pays. Je pense qu'il faut qu'on sache se le dire. Quand on voit aujourd'hui tous les faits de violence relatés par des adultes, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu de la culture, bref, dans tous les milieux, on se rend compte, et notamment la famille, on se rend compte que notre société est quand même très violente vis-à-vis des enfants, et encore aujourd'hui. Je pense que il faut aussi regarder la réalité en face, même si on a voté une loi en 2019 qui interdit les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire qu'on ne peut plus élever un enfant en lui mettant des gifles, en lui tirant les cheveux, mais aussi en l'humiliant par des propos psychologiques. Bien, malheureusement, on a encore trop d'enfants victimes de violences. Faites un essai dans la rue entre quelqu'un qui va mettre un coup de pied à son chien ou quelqu'un qui va mettre un coup de pied à son enfant. Je peux vous dire que les gens vont se retourner sur le chien et très peu sur l'enfant encore, malheureusement. Donc on a besoin d'aller lutter contre la violence faite aux enfants partout dans notre société. Et puis, je trouve que malheureusement, on investit beaucoup sur les politiques
pour les adultes et notamment les plus âgés. C'est important, hein, il ne faut pas... voilà. Mais je trouve qu'on n'agit pas assez pour les jeunes. Et aujourd'hui, malheureusement, on a vécu un drame avec cette AED qui a été poignardée. J'entends beaucoup de choses. Moi, ce matin, ce que je suis intervenue, c'est pour dire, mais on parle que de curatif en ce moment, que de répression, mais comment un enfant qui visiblement, en plus, était responsable harcèlement dans son établissement, comment cet enfant en arrive à avoir l'envie déjà d'emmener un couteau à l'école ? Est-ce qu'il se sent en danger ? Est-ce qu'il y a eu autre chose ? À un moment, il faut quand même qu'on se pose cette question. Est-ce qu'il a vu des choses sur les écrans qui l'incitent à se dire que pour tous ces problèmes, la seule solution, c'est des coups de couteau ? Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour sécuriser nos enfants ? Comment on investit plus sur le préventif ? Comment on investit plus sur l'éducatif ? Comment on ne laisse pas les enfants, lors du périscolaire, le mercredi et le week-end et les vacances scolaires seuls parce que les parents travaillent à traîner dans les rues. Enfin, voilà, moi, vraiment, je suis convaincue. Alors, je le porte depuis longtemps, malheureusement, à regret, pas avec assez de force, parce que l'enfance, c'est pas forcément un sujet qui attire beaucoup en politique. Mais on a vraiment besoin de refonder la manière dont on agit avec nos enfants de fond en comble. De l'accueil de l'enfant avec un soutien à la parentalité sans que les parents aient peur d'appeler la PMI, parce qu'ils ont peur de se faire enlever leur enfant. C'est un vrai sujet. Comment après on accompagne quand un parent est débordé, sans juger, en essayant de l'amener. Comment on fait pour que les parents qui travaillent puissent avoir des places en crèche. Comment on fait pour qu'à l'école les enfants soient en sécurité, qu'ils soient tous pris en compte malgré leurs différences. Que ce soit différent, on parle beaucoup du handicap, mais les enfants trop émotifs, les enfants trop renfermés, qui ont parfois beaucoup de difficultés avec leurs enseignants. Et puis comment tout ça s'intègre aussi à la culture, au sport. Tous les enfants n'ont pas envie de faire de la compétition dans le sport et trop souvent le sport rime avec compétition. Comment on redonne envie de jouer aux enfants, notamment en sport, et comment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comment on fait pour qu'ils s'insèrent, comment on les accompagne pour qu'ils aient un métier et qu'ils puissent arriver dans notre société en ayant toutes les clés et surtout ce dont on a besoin pour demain. Et donc c'est tout le processus protection de l'enfance et droits de l'enfant qu'il faut, à mon avis, faire évoluer dans notre pays. Alors nous, au niveau des lois, on peut faire des choses, mais à un moment... C'est pas nous qui sommes décisionnaires au plus près du terrain. Souvent, c'est les collectivités. Donc, on parle des communes, des intercommunalités, des départements, bien entendu, mais également des régions pour les plus âgés. Donc, on voit bien que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche tous pour préparer un monde de demain qui corresponde à ce qu'ils aient envie aussi, mais qui leur permette aussi de s'intégrer dans ce monde-là. Et ça part du plus petit. Dès qu'ils sont nés. Je vois là, vous avez un bébé dans l'hémicycle. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on a voté la parité dans les petites communes rurales, et j'ai combien de mères qui me disent oui, mais comment elle va faire ? On ne peut pas avoir des femmes parce qu'il faut qu'elles gardent les enfants. Ok, très bien. Donc on voit qu'il y a encore du job, mais surtout c'est de leur dire préparer dans un coin de la salle du conseil municipal un petit espace de jeu pour que l'enfant puisse jouer. C'est possible aujourd'hui, remettons-nous à hauteur d'enfants, écoutons-les. Moi, j'ai fait l'expérience à l'Assemblée nationale, on l'a fait sur un texte sur le numérique. Honnêtement, c'est hyper intéressant d'écouter les enfants parce qu'ils n'ont encore pas, la notion de c'est pas possible. Nous, on a une idée, on va dire, alors c'est pas possible, financièrement ça va pas être possible, la loi ne le dit pas. Les enfants ne le disent pas. Eux, ils se disent, en fait, c'est simple, on pourrait faire ça. Et bien souvent, si on les écoute, il y a des choses simples qui peuvent être mises en place. Typiquement, là, c'était que le médecin soit plus proactif sur les écrans en mettant dans le livret, dans le carnet de santé, comme quoi les écrans sont pas bien pour les enfants, pour rappeler à tout le monde de regarder ça. Ça, c'est les enfants qui l'ont proposé à l'Assemblée nationale. Et même si, malheureusement, j'ai pas les moyens à l'Assemblée nationale d'avoir, comme d'autres organismes, un comité d'enfants accroché à la délégation aux droits des enfants, il y a assez d'organismes qui en ont, et typiquement, on les recevra, ces enfants, le 9 juillet à l'Assemblée nationale pour écouter. Donc c'est les enfants du HFCEA, les enfants du CESE et du CNPE. Voilà. Donc je vais peut-être été un peu longue déjà, sinon je peux encore vous parler pendant des heures. Mais je pense qu'il y a pas que moi. Un mot peut-être sur la question de la participation. Vous l'avez esquissé en début de propos. C'est un sujet naturellement important pour la NACEJ. Comment vous analysez la question de la participation ? Sur quoi est-ce qu'il faut être encore plus fort ? Et sur quoi vous pensez en tant que député que vous avez un vrai sujet et que vous pouvez faire bouger des lignes ?
Alors, moi, en tant que parlementaire, je vais beaucoup dans les écoles de mon territoire pour essayer de parler de ma fonction, mais aussi d'écouter les enfants. Ça, c'est important. Après, on a pas mal de communes maintenant qui ont des conseils municipaux d'enfants, des conseils municipaux des jeunes, des conseils municipaux de la jeunesse, mais on a encore beaucoup de communes, notamment les plus petites, qui sont assez inquiètes de le faire. Comment je fais, qu'est-ce que je mobilise, et surtout que ça ne se transforme pas en écoute pour écoute, juste pour se faire une animation, on anime un conseil municipal des enfants. Il faut que ces conseils municipaux des enfants, quand ils vont faire une proposition, on soit capable de leur répondre. Pas tout le temps, non. On soit aussi capable de se dire c'est une bonne solution, oui, alors ça prendra peut-être plus de temps, mais voilà, que ce ne soit pas juste un faire-valoir en tous les cas et qu'on prenne vraiment en compte la parole des enfants, mais qu'on accompagne aussi les plus petites communes qui sont quand même encore un petit peu, j'allais dire, inquiètes de mettre en place ces conseils d'enfants, qui sont pourtant très intéressants. Je vous citerai l'exemple d'une proposition d'un des derniers avec qui j'ai pu échanger, un dernier CME. Au lieu de faire un city park fixe, ils ont proposé des structures mobiles pour pouvoir aller dans toutes les communes de la communauté de communes, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que dans la ville-centre qu'on puisse avoir un terrain de basket ou ce genre de choses. Donc la commune est en train de travailler à un dispositif de city park mobile pour aller accompagner tous les enfants. Donc vous voyez, des fois les enfants, ils sont bien plus, plus simples et plus à niveau que nous. Et donc il est vraiment important de les écouter, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, on peut se dire ça va être du budget, ça va être du temps, comment je vais répondre, mais on a tous, moi c'est toujours enrichissant quand je vais dans les écoles. Dernière question, l'objectif c'est de recueillir des idées d'action concrètes qui vont pouvoir se déployer pour pouvoir alimenter les discussions de demain. Vous faites la loi avec vos collègues, donc forcément vous êtes un levier très important. Quelles sont les 3-4 actions peut-être fondamentales que vous pourriez porter d'un point de vue législatif ? Alors, je trouve que la loi telle qu'on l'a, elle est, déjà assez complète. Il y a déjà beaucoup de choses. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Et je viens de déposer un texte notamment pour fluidifier la partie juge. Mais typiquement, puisque le sujet c'était aussi pour les collectivités, on a fait certaines préconisations et j'ai vu aussi des choses intéressantes. Typiquement, je suis allée dans une crèche où il y a un berceau vif. C'est-à-dire il y a un berceau qui est réservé pour les femmes qui sont victimes de violences, pour leur permettre de déposer le bébé quand elles vont témoigner à la police, quand elles vont chez le juge. Parce que même si l'enfant est petit, une maman battue n'aura pas forcément envie de donner certains détails, même à côté d'un bébé. Donc il est important d'avoir des mesures, par exemple, concrètes à ce niveau-là. On peut aussi faciliter les changements d'école. Quand il y a une problématique dans les écoles, on voit bien il y a quand même de plus en plus de violences entre enfants. Et je vous rappelle qu'avant 12 ans, ils ne sont pas responsables. Donc quand vous avez un enfant de 8 ans qui agresse sexuellement un autre enfant de 8 ans, ça sert presque à rien d'aller voir la police, parce que de toute façon, la police ne va pas arrêter cet enfant de 8 ans. Par contre, on a besoin à un moment de séparer l'auteur et la victime, même si c'est 2 enfants, en les aidant tous les deux. Parce que quand on est agresseur à 8 ans avec des violences sexuelles, fort à parier que l'enfant a également été victime de ces choses-là avant. Donc ça fait partie des choses concrètes sur lesquelles il faut avancer. Et puis, la formation. La formation, on pense souvent à la formation dans les écoles des enseignants, on pense moins à la formation des ATSEM, on pense moins à la formation des personnels de cantine ou de garderie, qui sont une nécessité pour pouvoir mieux détecter les violences faites aux enfants. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, pour finir, vraiment, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à fluidifier le parcours des parents, qu'on puisse les accompagner, parce que le nombre de placements qui, à l'heure actuelle, dans notre pays, est très important. Et j'ai quand même du mal à croire que tous les parents sont violents à ce niveau-là, ou alors il faut vraiment qu'on regarde comment on soutient la parentalité pour éviter tous ces placements, parce que, et là c'est vraiment ce que j'essaie de faire, en essayant avec la loi de rappeler ce qui a été voté dans la loi, en regardant la famille élargie, en faisant aussi l'accueil durable bénévole, qui est quelque chose qui a été voté en 2016, mais qui n'est toujours pas appliqué. Bref, pas forcément refaire des lois aujourd'hui, mais accompagner tout le monde pour appliquer déjà les lois, parce que si toutes les lois qu'on avait faites aujourd'hui en protection de l'enfance, à l'école, ou même au niveau médical étaient respectées, on aurait moins de problèmes avec ces enfants. Donc
ensemble, il faut qu'on arrive à accompagner ceux qui se disent que c'est pas possible pour qu'on puisse mettre en place réellement ces lois, en tous les cas, pour moi. Merci beaucoup, Madame la députée. Julie Grunbaum, à vos côtés, administratrice donc du réseau français de villes éducatrices, adjointe au maire de Noisy-le-Sec à l'éducation, aux droits de l'enfant. Jonathan Boquet disait que l'objectif, c'était de raccrocher tout ça sur les volontés communales dans la perspective des élections. Là, on est vraiment sur ce cœur de sujet avec vous, sur la ville, acteur premier de ces questions de politique enfance. Oui, alors moi je suis aussi ici pour porter la voix du réseau français des villes éducatrices. Donc c'est un réseau de 120 villes, un réseau politique, un réseau d'élus qui considèrent que l'éducation est leur priorité dans leur politique publique, au sein de leur collectivité locale, avec comme fil de route, on va dire, le partenariat à tout niveau, la coéducation à tout niveau. Et tout ça avec une expression que j'aime beaucoup d'un chercheur qui s'appelle Frédéric Jésus, qui parle de coéducation entre le corps enseignant, la collectivité, les familles, à toutes les échelles. Il parle de parité d'estime. J'aime beaucoup cette expression. Je veux dire, soyons à parité d'estime, mais y compris dans nos centres de loisirs, entre les adultes qui encadrent nos enfants et les enfants. Peut-être que si osons-le, si on repolitisait un petit peu le rapport adulte-enfant dans le sens de la Convention internationale des droits des enfants, c'est-à-dire qu'il les considère comme des sujets de droit, alors ça veut dire qu'il faut qu'on se pose cette question de la domination entre les majeurs et les mineurs. Je pense que c'est un vrai sujet qui est, entre autres, un sujet dans lequel on trouverait certainement des explications au nombre incommensurable de violences sur les enfants. Voilà. Donc je parle au nom du réseau qui s'inscrit dans cette logique partenariale avec l'éducation nationale, l'inspectrice pour ma part de circonscription, le VP du département. C'est vraiment une coéducation qui doit être tenue et entretenue à tout niveau et à toutes les échelles. Voilà. En tout cas, je pense que c'est le seul moyen de mettre en place des conditions d'accueil pour nos enfants qui leur permettent d'accéder à leurs droits, en fait. Il faudrait que les communes, et je pense que les communes sont vraiment un échelon extraordinaire, et pour permettre que l'ensemble des enfants accèdent à leurs droits et pour mettre en place une culture de la protection. Sur la question de l'expression des enfants, vous l'avez fait à Noisy-le-Sec avec un axe vraiment très fort. Oui. C'est des choses que vous sentez que c'est vraiment porté maintenant de manière forte y compris avec le réseau national? Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'en vois au bout de 5 ans d'avoir fait, je le répète, de l'accès aux droits. C'est-à-dire que le Conseil municipal des enfants de la ville de Noisy-le-Sec, je ne cesse de le répéter, c'est un dispositif d'accès aux droits. Ce n'est pas une méritocratie, c'est partir du principe que la ville a la responsabilité d'entendre la parole des enfants et de la mettre au cœur de sa politique publique. C'est-à-dire de construire la politique publique éducative à partir de ce recueil de la parole. Ça, c'est pour la vision macro. À vrai, sur la vision micro, dans chacun des centres de loisirs, quand on travaille sur la formation, Madame Goulet le disait, et qu'on assume ses responsabilités de collectivité et qu'on forme l'ensemble de nos agents non-stop, chaque année en y mettant énormément de moyens et en accompagnant en permanence, alors on va permettre une acculturation, parce qu'en France nous sommes très en retard et qu'en France l'enfant est à redresser la plupart du temps et non à accompagner. Quand les collectivités font ce travail-là de répéter encore et encore tous les jours et d'acculturer, de permettre que l'ensemble du service public monte en compétence et en compréhension de ce que sont véritablement les droits des enfants, donc de remettre en cause aussi le rapport adulte-mineur dans les centres de loisirs, de se questionner là-dessus. Je pense que oui, on va dans le bon sens. Sur les actions concrètes à mettre en œuvre, est-ce que soit à Noisy-le-Sec, soit dans les échanges que vous avez entre administrateurs, vous avez des choses qui sont sorties où vous vous dites mais ça, c'est vraiment une piste qu'il faut qu'on arrive à creuser parce que ça peut avoir des vrais effets bénéfiques? Alors, moi je m'interroge beaucoup sur
tout le monde est à peu près convaincu de ce qu'on a développé dans la droite ligne du réseau français des villes éducatives, comme je viens de vous le dire. Ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on arrive à articuler la continuité éducative dont il a été question sur la table ronde précédente, parce que tout le monde en est persuadé, mais après concrètement, comment est-ce que ça se vit dans les écoles et comment ça se partage? Ça, c'est plus compliqué parce que le parcours de chacune et chacun des adultes qui est dans l'école est extrêmement différent. C'est pour ça que je parlais de parité d'estime. Comment est-ce qu'on arrive à construire des objets partagés ou des projets partagés qui impliquent véritablement tous les adultes à l'intérieur d'une école, puis après au niveau de la commune? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aimerais donc du coup partager avec vous un objet qui est justement la lutte contre les violences faites aux enfants. Parce que, a priori, c'est le sujet le plus dur. C'est celui sur lequel personne ne veut aller et c'est celui sur lequel où moi j'ai eu localement le plus de retours de l'ensemble des agentes et des agents des écoles où ils et elles se sont senties partie prenante à égalité avec les enseignants et les enseignantes. C'est extrêmement important, cette notion d'égalité autour des enfants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse et cet éclairage. On va laisser la parole à Lina Ether, juste à mes côtés, coprésidente du réseau national des juniors associations. Vous êtes membre fondatrice de votre junior association qui s'appelle Pour Demain 24, c'est ça. Donc le réseau national, l'objectif c'est bien sûr la promotion et le soutien à l'engagement associatif des mineurs, avec l'animation de tout un réseau d'acteurs également. Quel regard vous portez, vous, sur les politiques enfance-jeunesse aujourd'hui et peut-être sur l'angle un peu trop descendant que vous pouvez parfois remettre en question? Pour nous, ces politiques enfance-jeunesse, elles sont plutôt pensées pour les jeunes et pas avec ces jeunes-là, justement. Donc avec le réseau, on critique un peu cette approche qui est, comme vous l'avez dit, assez descendante, puisque les jeunes sont vus comme des bénéficiaires ou de simples usagers. Alors que, notamment par tous les jeunes engagés, les jeunes en junior association ou dans n'importe quel autre de leurs engagements, prouvent que on est capable de porter des projets ambitieux, de prendre des décisions, mais aussi d'agir localement. Au final, les jeunes sont de réels acteurs, des acteurs à part entière de la société, de la vie démocratique et aussi associative. Sur les enjeux, il y a vraiment la question de la co-construction, c'est ce qu'a évoqué aussi un petit peu Gilles. Nous, on défend aussi un changement structurel. On défend que ces politiques-là soient co-construites avec les jeunes et pas uniquement consulter les jeunes à la fin, au bout des démarches. Pour cela, il faudrait aussi peut-être intégrer des espaces de participation pérennes pour les jeunes dans les collectivités. Et aussi, bien sûr, soutenir les démarches d'autonomie et d'expérimentation portées justement par les jeunes, mais aussi ne plus voir les jeunes comme une catégorie homogène, mais comme au réseau on défend les jeunesses, et donc c'est pas une seule catégorie homogène, c'est prendre en compte les jeunes et toutes leurs différences, et voilà. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour arriver à atteindre cet objectif ? Comme action forte à porter, on avait pensé à faire de tous les lieux que les jeunes fréquentent des lieux d'expérimentation démocratique. On entend par tous les lieux, on entend les écoles, les lycées, les collèges, mais aussi les centres sociaux et socioculturels, mais aussi les lieux de protection de l'enfance, et donner à chaque jeune, quel que soit bien sûr son contexte social, économique, géographique, leur donner la possibilité de s'engager, que ce soit créer ou rejoindre une junior association, mener une mission de service civique ou même participer à un conseil de jeunes, puisque ce sont des cadres universels d'apprentissage de la citoyenneté, et il faut ne plus faire de l'engagement un privilège, mais donner l'opportunité à chacun et à chacune de pouvoir justement s'engager. Merci beaucoup Lina Ether pour le réseau des jeunes junior associations. Laurent Trijoulet, vous êtes le directeur général adjoint de l'AMF, l'Association des maires de France. Donc là, on est vraiment sur un acteur majeur des territoires. Plus de 34 000 communes, 1250 EPCI. Vous avez une commission enfance-jeunesse d'ailleurs au sein de l'AMF.
Le président Jonathan Beauquet a évoqué en introduction le contexte national, baisse de dotation, questions financières, etc. J'imagine que ce sont des remontées de terrain que vous avez régulièrement entre les volontés que peuvent avoir les élus et puis les contraintes budgétaires en face. Oui, je voudrais rajouter un peu d'inquiétude à parfois ce qui a été évoqué dans les tables rondes précédentes. Sans argent, sans agents, il n'y a pas de service public. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on reproche aux collectivités territoriales leur action, on reproche d'avoir trop dépensé, on leur souscrit des milliards d'euros, 2 selon le gouvernement, 7 selon nos calculs, peu importe les débats, ce sont des sommes importantes. Je pense qu'il faut sortir de ces débats-là, comme il faut sortir du débat sur le nombre de fonctionnaires qui refleurit encore aujourd'hui. Juste une petite précision, il y a une diminution de la part d'agents publics dans la part d'emploi total en France depuis 15 ans. Et deuxième précision, les emplois dans les collectivités territoriales ont progressé légèrement moins vite que la croissance de la population. Or, les services publics assumés par les communes et les intercommunalités sont des services publics de proximité, où souvent il y a un agent et pas une IA. Et que de ce fait, et en particulier sur les métiers dont on parle aujourd'hui, petite enfance, jeunesse, souvent en plus c'est réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir des agents dans les crèches ou dans les écoles. Donc, faut vraiment effectivement avoir en tête que je pense qu'il faut sortir du débat, en tout cas on espère qu'on arrivera un jour à sortir des débats purement budgétaires qui occultent le débat sur les politiques publiques. En fait, la question, quand on critique les collectivités territoriales ou quand on se dit est-ce qu'il n'y a pas trop d'agences de l'État, en fait, derrière, certains ont en tête de faire disparaître une partie des politiques publiques derrière. Le débat aujourd'hui, c'est pas celui-là. Je pense qu'il faut qu'il soit d'abord celui-là, et après, on parlera de comment on fait le choix d'affecter des moyens et des recettes aux politiques publiques qu'on a envie de voir sur les territoires. Sur les volontés nationales, comment elles ont des répercussions sur vos adhérents, sur les communes, les maires, les adjoints, etc. Vous me citiez l'exemple du service public de l'enfance où le déploiement est complexe, du coup, entre les injonctions et la mise en œuvre opérationnelle sur les territoires. Il y a un sujet là sur les enjeux de demain ? Oui, c'est vrai que je voulais parler du SPPE et de son déploiement, puisque depuis janvier 2025, on a les communes interco une nouvelle compétence déjà qui était partiellement assumée. Mais contrairement à ce que je vous avais dit pour préparer, je vais peut-être avoir envie de rebondir sur des interventions précédentes et puis peut-être avoir un propos moins techno, ça fatiguera moins le public déjà fatigué de la fin d'après-midi. Je voudrais rejoindre à la fois à propos de la ministre ou de l'intervenante précédente, Sarah Biche, je crois, qui parlait de politique fragmentée, ou de la ministre qui parlait qu'il fallait avoir une vision un peu holistique de ces sujets-là. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir une vision holistique de ces sujets-là. Et à ce titre-là, je pense que les maires, l'échelon local en général, mais les maires et présidents d'intercommunalité sont plutôt bien placés pour essayer de mettre un peu plus en transversalité ces sujets-là. Voilà. Dès qu'on remonte plus haut, c'est un peu plus compliqué de désensileter les choses. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire dans les communes de France. Bien sûr qu'il y a des progrès à faire dans les communes de France et nous nous y employons. Simplement, il serait bien que, puisqu'ils ne sont pas forcément les plus mal placés pour être assemblés de ces politiques publiques-là, lorsqu'ils font, on ne leur reproche pas de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Lorsqu'ils font, on leur reproche de faire, puisque derrière, il y a des moyens, il y a des budgets et il y a des agents. Donc ça, oui, pour rebondir sur les propos précédents, ça me semble être des enjeux majeurs. Comme sur la question de la fragmentation de ces politiques, où, oui, il y a, le quotidien des communes, c'est qu'il y a une foultitude de dispositifs, une foultitude de contractualisation, et que c'est difficile d'avoir une vision globale et coordonnée et transversale. C'est pour ça qu'on a passé une convention avec notamment le ministère de l'Éducation pour remettre de la transversalité dans les rapports que les communes ont avec l'État. Autre enjeu qui me semble majeur, qui a été un peu abordé, mais moins que je le pensais, en fait, c'est la question de l'attractivité des métiers et des recrutements. Parce que petite enfance ou jeunesse, on manque de professionnels, on a du mal à recruter, donc il y a des enjeux à la fois de valoriser ces métiers-là, certes avec des sous, parce que derrière il faut mieux les rémunérer, mais aussi un peu plus de reconnaissance de ces métiers-là, parce que c'est des métiers qui sont parfois pas simples, avec des emplois du temps compliqués, et donc depuis la crise du Covid, on a du mal, alors qu'il manque à peu près 9000 professionnels dans les communes sur ces sujets-là, donc c'est un vrai sujet, et rebondir aussi sur vos propos, Madame la députée, sur la question de la formation, parce que derrière les professionnels, il y a aussi un devoir pour nous, et donc avec les moyens,
d'amener les professionnels à être mieux formés, mieux en capacité de répondre aux enjeux du moment. Et je ne veux pas reprendre ce que vous avez dit, mais je souscris complètement à vos propos. Et pour conclure sur la question des enjeux, là aussi, essayer de sortir du débat court-termiste, souvent budgétaire, pour reprendre un souffle et arriver à avoir de nouveau des politiques de long terme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre de nos erreurs, je ne dis pas qu'un ministre ou un législateur n'a pas le droit de changer la règle, c'est pas ça que je dis. Mais parfois, il faut donner du temps au temps, il faut que pour qu'une politique publique s'installe, il faut qu'on la laisse s'installer. On va reparler du temps scolaire, très bien, par une convention citoyenne, très bien. Au passage, pour la convention sur climat, c'était Ipsos à Harris Interactive, je crois, qui avait fait le panel. Les panels étaient plutôt bien faits. Encore faut-il savoir ce qu'on en fait derrière, parce que là, pour le coup, ça sera peut-être un peu plus compliqué que sur le débat de la fin de vie, qui avait déjà été quand même grandement traité au sein du Parlement français. Dernière question sur une action concrète opérationnelle. Vous avez beaucoup de sujets de la commission enfance-jeunesse sur des actions qui sont portées. Quel est l'axe prioritaire pour vous, l'action prioritaire ? Le sujet pour nous, il est pour cette année préélectorale, l'engagement du citoyen. L'engagement dans le commun, c'est-à-dire que bien évidemment, on va avoir un propos toute cette année, puis à notre congrès, pour ceux qui le connaissent, autour de ces dynamiques-là, de comment on s'engage, de pourquoi on s'engage, mais on s'engage pour la commune, c'est-à-dire à la fois peut-être pour intégrer une liste, et je suis convaincu qu'on arrivera à trouver suffisamment de femmes dans les communes de moins de 1000 habitants, nonobstant certains maires ruraux qui se disent « je ne sais pas comment je vais faire si madame ne garde pas les enfants derrière ». Je pense qu'il faudra qu'on accompagne tout le monde à passer ce cap-là, mais je suis convaincu qu'on arrivera à passer ce cap-là, y compris dans les communes de 2000 habitants. Je suis un peu plus pas inquiet, mais préoccupé par le changement du mode électoral de panachage à liste, parce que là, ça peut créer un peu de confusion en termes d'habitude, mais là aussi, on espère avec le ministère de l'Intérieur être aux côtés des communes pour l'accompagner. Mais non, la question de l'engagement nous semble cruciale. L'engagement, mais ça peut être, je m'inscris dans une liste, ou tout simplement je vais tenir un bureau de vote, ou tout simplement je regarde le réseau associatif et comment je m'investis dans la commune. Donc on va avoir une démarche qui va être de comment j'ai en tête que il y a quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus large que moi, qui est collectif et qui est intéressant, qui est déjà structuré et que je peux modestement accompagner. L'engagement aussi des jeunes dans la politique, c'est-à-dire qu'il y a la loi, Madame la députée, qui va heureusement être portée à l'ordre du jour de votre Assemblée à la fin juin sur le statut de l'élu. Il y a un point sur lequel on est intéressé à ce qu'on puisse arriver à faire évoluer les choses, c'est que par exemple quand vous êtes actif, vous avez des décharges pour pouvoir aller en conseil municipal, mais quand vous êtes maire et étudiant, si vous loupez le TD parce que vous allez présider votre conseil municipal, vous êtes sanctionné à la fac. Et la fac est en Sciences Po, donc elle pourrait être un peu plus éclairée que les autres sur la bienveillance. Mais en l'occurrence, on a un jeune maire qui a du mal à assumer son mandat de maire, tout simplement parce qu'en étant étudiant, on ne fait rien pour l'aider. Donc ça fera un détail, certes, mais je pense que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, un détail qui sera précieux pour nous. Merci beaucoup. Dernier regard et dernier témoignage avec vous, Stéphane Gomez, donc administrateur de l'association Ville et Banlieue. Vous êtes premier adjoint au maire à Vaux-en-Velin, dans la métropole lyonnaise, dans le Rhône. Comment vous réagissez peut-être aux propos de Laurent Trigoulet et Julie Grunbaum sur cette vision du territoire en tant qu'adjoint au maire, mais aussi en tant que représentant de ce réseau national ? Oui, la question des territoires, elle est prégnante, elle est pertinente en fait sur toutes les questions, y compris effectivement sur la question de la jeunesse, parce que depuis tout à l'heure on parle de la jeunesse, de l'enfance. En réalité, moi je connais autant de jeunesse que je connais de jeunes. Et cette réalité, elle se décline aussi sur les territoires de manière très très différente. Moi, je suis sur un territoire Vaux-en-Velin, 50% du territoire en quartier politique de la ville. C'est un tiers de jeunes qui sortent sans diplôme scolaire. Mais tout à l'heure, on a eu une intervenante originaire de Guadeloupe. Dans certains quartiers politiques de la ville de Guadeloupe, c'est 2/3 des jeunes qui sortent d'outre-mer, pardon. C'est 2/3 des jeunes qui sortent sans diplôme scolaire. Dans le cœur de la Bretagne ou du Cantal, c'est 5% qui n'ont pas de diplôme. Donc on a derrière cet item de la jeunesse des réalités très très différentes et des engagements très différents qui sont aussi très dépendants en fait
ce qu'est un jeune, de ce que sont les jeunes, alors sur la différence d'âge bien sûr, mais aussi d'attente et de moments entre ceux qui sont dans les questions scolaires, ceux qui réussissent dans le milieu scolaire, mais aussi ceux qui décrochent du milieu scolaire, ceux qui sont dans des questions d'insertion dans l'emploi, l'insertion de ceux qui ont le diplôme, l'insertion de ceux qui n'ont pas de diplôme. Il y a aussi bien sûr les questions de loisirs, et puis il y a les questions de citoyenneté. On n'en a peut-être pas toujours parlé, mais aujourd'hui, on voit la question de l'engagement, il est très très fort. Les associations ont de moins en moins de bénévoles, ont de moins en moins de personnes engagées, y compris parce que la situation, elle se complexifie de plus en plus avec parfois l'engagement juridique des personnes. Mais quand on est aussi à un moment d'instabilité de sa vie, parce que on quitte le foyer familial ou pas, on est dans la recherche du premier job, on est dans la question de la réussite de ses études. La question de l'engagement citoyen, il se pose aussi autrement, et c'est la question de comment on accompagne les jeunes dans cet engagement citoyen sans tomber sous une forme de condescendance, de tutelle, où on va expliquer qu'on va t'accompagner parce que nous, comme on est vieux, on a les tempes grisonnantes, on sait mieux que toi, on sait mieux que vous ce que c'est que l'engagement et la citoyenneté. Et je pense que sur nos territoires, c'est aussi ces questions qui se posent. Et par rapport à cela, une des difficultés que l'on a, ça a été dit dans une table ronde précédente, aujourd'hui il n'y a pas de politique de la jeunesse ou des jeunesses. Tout à l'heure on parlait de politique en silo, moi je dirais même une politique fractionnée, et c'est aussi comment, aussi bien à l'échelon local qu'à l'échelon national, la jeunesse, les jeunesses, l'enfance, les enfants, ça devient une politique transversale, et que quand on est ministre de l'économie, ministre de l'emploi, on est aussi un ministre des jeunesses, et pas uniquement quand on est le ministre ou la ministre de l'éducation nationale. Vous avez dressé un peu les constats que vous faisiez, déjà un petit peu les enjeux. Sur les actions concrètes, est-ce que dans le réseau, dans les villes qui sont membres, est-ce que vous avez repéré des actions qui font écho et où vous vous dites que ça peut avoir un intérêt que ça soit déployé à l'échelle nationale? Alors, ces différentes politiques, il y a une politique qui est portée par justement le ministère de la politique de la ville en lien avec le ministère de la jeunesse, par exemple celle des cités éducatives. Un des enjeux des cités éducatives dans nos territoires, alors villes et banlieues, c'est des villes qui sont dans les démarches de politique de la ville. Donc, cité éducative, c'est une démarche de politique de la ville, mais ça peut être décliné dans d'autres enjeux, dont une des particularités de ces cités éducatives, comme feu les cités de l'emploi d'ailleurs, c'est aussi la question de la participation. Alors, c'est la participation des professionnels, bien sûr, c'est la participation pour l'éducation des parents, mais c'est aussi la question de la participation des jeunes dans ces politiques, comment ils sont aussi acteurs des politiques de jeunesse. Et puis après, derrière les politiques qu'on porte, c'est beaucoup des politiques d'autonomie et d'émancipation pour l'ensemble des citoyens, bien sûr, mais notamment par rapport aux jeunes. Et donc c'est la mise en place, en tout cas c'est comme ça que nous on a essayé de le faire sur Vaux-en-Velin, par exemple d'un conseil des enfants et des jeunes. Alors c'est pas plus original à Vaux-en-Velin qu'ailleurs, si ce n'est souligner le souci qu'on a eu, qui est de l'autonomie totale des jeunes qui se sont inscrits, c'est-à-dire qu'y compris dans le choix des thématiques, dans le choix des politiques qu'ils veulent porter, dans l'organisation même des manifestations, c'est l'autonomie qui est la leur, c'est la participation comme toutes les autres instances de démocratie active de ce Conseil d'enfants et des jeunes, par exemple, au budget participatif, où là, ils ont justement aussi cette expertise qu'ils nous apportent. C'est la mise en place d'un fonds d'initiative, c'est-à-dire un budget dédié que les jeunes, directement dans le Conseil des enfants et des jeunes, mais aussi plus globalement dans les associations portées par les jeunes, ils peuvent librement
en disposer. Puis c'est aussi ce qu'on met en place avec des associations de jeunes, des conventions pluriannuelles d'objectifs. Conventions pluriannuelles, c'est-à-dire l'engagement de la ville d'avoir un soutien financier sur plusieurs années, mais aussi d'objectifs, c'est-à-dire que de la même manière que les autres associations, c'est-à-dire pas arriver en disant c'est des associations de jeunes, on va les laisser faire parce que finalement c'est des petits jeunes, il faut qu'ils apprennent, mais de dire qu'ils doivent avoir les mêmes engagements, les mêmes objectifs dans le contrôle de l'argent public que toute autre association, parce que justement on n'est pas dans une démarche condescendante, c'est pas parce que ce sont des associations portées par des jeunes qu'on va pas avoir le même niveau d'exigence sur l'engagement, sur les comptes, sur l'organisation des dossiers. Donc vraiment se dire que les politiques de jeunesse qu'on doit porter, c'est des politiques qui doivent être émancipatrices. Et pour ça, le premier enjeu, c'est de faire confiance aux jeunes et de leur donner l'autonomie, mais aussi les moyens de l'autonomie. Notamment, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la question des moyens financiers. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez revenir peut-être tout de suite sur un mot sur les moyens financiers pour terminer ? Parce que aujourd'hui on parle beaucoup, et ça a été dit juste avant, un moment sans argent, c'est aussi une réalité. Il ne pourra pas y avoir de politique publique. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui que, par exemple, en politique de la ville, sur le BOP 147, on va avoir de nouveau un surgel des financements de l'État. Les notifications aux associations ont été faites il y a une semaine. Il faut que 50% des engagements soient faits d'ici début juillet, en seulement un mois. Alors moi j'entends bien les crises financières, mais enlever les moyens aux structures les plus fragiles, c'est pas comme ça qu'on va les conduire vers les politiques d'autonomie, vers l'émancipation. Et puis on parle beaucoup de créer un service public de la petite enfance. Il faut aussi créer un service public de la jeunesse qui permettra de clarifier, de définir les compétences des uns et des autres, d'avoir cette approche transversale, mais aussi de s'engager sur des garanties financières pour porter ces politiques d'autonomie. Merci beaucoup, Stéphane Gomez. Merci à vous 5. Voilà, 2h30 que nous discutons et que nous vous écoutons. On va prendre peut-être juste une ou deux questions ou remarques si vous avez sur cette dernière table ronde. Il y a les deux mains là. Tenez. Donc, bonjour, j'avais une question par rapport aux objectifs politiques pour vous de la participation des enfants au niveau de la ville. J'ai entendu un objectif fort d'éducation à la citoyenneté, j'ai entendu un objectif fort concernant l'inégalité des enfants, la revendication des droits, la montée en compétences pour qu'ils puissent être en capacité de faire valoir leurs droits. Et j'ai également entendu la question de co-construction des politiques publiques. Ça me semble des ambitions, si on les met bout à bout, qui sont grandes, pour lesquelles souvent les outils mis en œuvre sont des conseils municipaux. Est-ce que ça vous semble adéquat ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une priorité à mettre sur un objectif politique pour la participation des enfants après le bilan de ce que vous connaissez ? Et est-ce que vous pensez que le conseil municipal est l'outil ? Qui souhaite répondre ? Je pense que la démocratie représentative qu'on applique du haut de notre majorité sur les enfants n'est peut-être pas forcément la bonne manière de fonctionner. En tout cas, c'est pas celle que j'ai souhaité mener sur la commune où j'exerce mes responsabilités. Pourquoi ? Parce que vont se retrouver dans les conseils municipaux des enfants dans une démarche représentative. Généralement, ça s'articule sur le temps scolaire. Et donc, ce sont les enfants qui sont délégués de classe, qui sont régulièrement les mêmes enfants, toujours assez homogènes en termes de classe socio-économique, et puis que beaucoup d'enfants qui n'ont pas de facilité à l'expression ou dans la réussite scolaire ne vont jamais, du coup, participer à un conseil municipal. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai préféré mettre en œuvre, avec les équipes de Noisy et les élus et la majorité, un conseil municipal
des enfants participatifs, avec le risque qu'un enfant qui commence son année de mandat, il la termine pas. Et c'est pas très grave. Parce que ce qui importe, c'est le chemin, c'est pas vraiment l'objectif. Voilà. Mais ça, c'est, encore une fois, une certaine orientation politique. Elle ne vaut pas, je ne l'érige pas en principe. En tout cas, ça a été la nôtre. Et puis, pour ce qui est justement de cette émancipation dont on parle toutes et tous, et de ces citoyens et citoyennes qu'on accompagne vers un jour leur avenir de majeur, je suis très circonspecte là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant, un être humain, n'a jamais, tout au long de sa scolarité, la possibilité d'exercer son pouvoir d'agir démocratique relié à l'expression de sa parole et à son respect, je ne vois pas très bien comment, après, derrière, on peut s'en sortir. Voilà. Donc, du coup, c'est très humble, le Conseil municipal des enfants de Noisy-le-Sec, et c'est follement ambitieux, puisqu'il s'agit à la fois d'être sur une participation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que tous les élus et tous les services et toutes les directions générales, adjointes, ces gens très sérieux, avec des grandes responsabilités, entendent véritablement ce que les enfants ont à dire. Et puis, par ailleurs, c'est aussi porter à l'intérieur de chacun des accueils de loisirs une certaine vision des choses qui amène à une forme, allez, soyons utopiques, d'autogestion par les enfants de leur temps périscolaire. Puisque, en tant qu'élu, je travaille main dans la main avec l'éducation nationale, mais nous sommes à la manœuvre sur le temps périscolaire, voyez-vous. Et donc, à cet endroit-là, il est possible d'avoir de l'imagination, il est possible de tenter des choses, il est possible d'amener les enfants à prendre en main leur temps, en fait. C'est leur centre de loisirs. Voilà. Je ne sais pas si c'est une partie de la réponse. Laurent Trigiolet, peut-être en complément ? Oui, je ne pense pas qu'il y ait qu'un seul outil. Que le Conseil municipal des jeunes, c'est un outil parmi énormément d'autres, comme il n'y a pas pour la participation citoyenne dans les quartiers politiques de la ville, le Conseil citoyen est l'outil légal, il n'est pas l'unique dispositif déployé par les communes. Je pense que notre devoir en tant que collectivité est d'offrir ou de penser le dispositif qui nous paraît le plus adapté compte tenu du contexte, en fonction du public qu'on a. Et en revanche, et d'ailleurs, j'étais très en phase avec la table ronde précédente qui évoquait la démarche participative comme une démarche d'éducation populaire. Oui, ça j'y crois. C'est-à-dire, on construit notre démarche de démocratie participative dans une volonté et dans une ambition un peu plus grande que le sujet unique que l'on met au débat lorsque on souhaite mettre au débat quelque chose ou un temps, si c'est le temps scolaire. Et qu'en revanche, ce que l'on doit à nos publics, les publics jeunes étant parmi les publics que l'on a traités dans le cadre de la démocratie participative, c'est de les amener à une culture de la citoyenneté. Voilà. Et le Conseil municipal des jeunes ou les nombreux autres dispositifs qu'on a à notre disposition pour essayer de faire participer nos publics à la construction de nos politiques publiques s'inscrivent au-delà de ça dans une culture de la citoyenneté qu'il faut qu'on intègre lorsqu'on conçoit nos démarches participatives. Merci pour ce complément. Question. Oui, ma question s'adresse à Madame la députée. Vous disiez qu'il n'était pas forcément nécessaire de créer aujourd'hui de nouvelles lois concernant les politiques sur l'enfance et la jeunesse. En discutant avec votre collègue Madame Louise Morel sur ces questions-là, elle évoquait la possibilité de créer un projet de loi de programmation et d'orientation finalement des jeunesses. Est-ce que pour vous un projet de loi comme celui-là pourrait avoir un sens pour déjà structurer les politiques jeunesse déjà mis en place et pour justement faciliter leur mise en œuvre aux différents échelons ? Merci de cette question. Alors, la protection de l'enfance, c'est un sujet que je travaille depuis maintenant plus de 7 ans. Et si faire une loi permettait de changer les choses, je vous dirais oui tout de suite. Bien sûr. Maintenant, j'ai appris aussi que faire les lois sans les acteurs principaux qui vont les appliquer, c'est pas toujours la bonne idée.
Or, toutes ces politiques publiques de la jeunesse sont portées par différents acteurs. On en a parlé, vous en avez autour de la table ici présent. Et on a trop tendance, en tant que législateur, à vouloir légiférer parce qu'on pense toujours avoir la meilleure idée et on oublie régulièrement les principaux acteurs. Donc je ne sais pas ce que Louise veut faire derrière, elle ne m'en a pas parlé encore, mais on peut en discuter prochainement. Par contre, ce que je suis sûre, et je vais parler de Louise, c'est que Louise a moins de 30 ans, c'est une jeune députée qui est dans mon groupe politique qui est le Mouvement démocrate, et heureusement qu'elle est là. Et c'est peut-être, quand on parlait de l'engagement tout à l'heure, il faut qu'on arrive aussi à engager les jeunes à venir dans nos mairies, dans nos conseils départementaux, dans nos conseils régionaux, à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale, et c'est pas, j'en fais partie, je suis pas sûre qu'à mon âge, j'ai la même vision que pour préparer le monde de demain que les jeunesses ont aujourd'hui. Quand je discute avec mes propres enfants, quand je discute avec Louise, je me dis que laisser préparer la France de demain par des personnes qui ont... Alors, à l'Assemblée nationale, c'est 50 ans, mais au Sénat, c'est encore plus. Ça peut être embêtant. Et je vois certains exécutifs communaux, plutôt dans les communes un peu plus petites, c'est des exécutifs communaux plutôt vieillissants. Et souvent, on perd nos jeunes dans ces communes-là parce qu'elles ne se retrouvent pas forcément dans la politique qui est en train d'être faite. Donc, plutôt qu'une loi de programmation reprenant toutes les politiques de jeunesse, je pense qu'il faut que la jeunesse s'engage et aille elle-même pousser les politiques qui existent déjà pour qu'elles aillent dans le sens dont elles ont envie de préparer pour l'avenir. Maintenant, tout dépend ce qu'il y a dedans, mais aussi, je vais doucher, je pense, une partie de vos espoirs. C'est très compliqué à l'Assemblée nationale aujourd'hui de porter un texte. Je parle très pratico-pratique. On passe 3 fois plus de temps qu'avant sur un même texte. Donc, voilà. J'ai un peu peur que les effets d'annonce qu'on fait à l'heure actuelle, quand un texte est voté qu'une fois à l'Assemblée nationale et qui votera jamais après, quand on donne de l'espoir aux gens, comme certains sont en train de le donner en disant on va faire un texte, on va faire une loi, on l'a voté, et que derrière, ça va pas au bout, on crée énormément de déceptions, et je crois que c'est encore plus dangereux pour notre démocratie. Et là, ça risque de donner encore moins envie de venir dans notre filière politique qui est, au sens noble du terme, faire pour les autres. Et je trouve qu'on est en train de dégoûter un certain nombre de gens. Donc avant de refaire des lois, ce que je disais, moi la première, j'ai même déposé un petit texte pour essayer d'améliorer certains points précis en protection de l'enfance. Mais honnêtement, si toutes nos lois aujourd'hui étaient appliquées par l'ensemble des acteurs qui doivent les appliquer, je vous assure que notre pays changerait beaucoup, notamment pour l'enfance et la jeunesse. Voilà, presque en guise de conclusion avec ces propos. Merci Madame la députée. Merci à vous 5. On peut applaudir nos 5 intervenants.